Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'Expert Talk de la semaine. On va avoir cette semaine un invité. Les filles avaient un invité la semaine dernière, les garçons ont un invité. Il s'agit de Jean-Marie de Eva Virtual eSport Arena, dans eSport Virtual Arena. Voilà, heureusement qu'il est à distance, sinon il taperait dessus, mais tout va bien. Donc on va parler forcément d'e-sport, on va parler de free roaming, et, ça va être un beau numéro, restez là, et vous allez voir, il y a une petite nouveauté par rapport à d'habitude. On se retrouve tout de suite après le générique. Et bonsoir messieurs, vous êtes en live. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir d'accueillir Jean sur cette web TV. Et puis voilà, c'est la première fois que les gens voient votre tête pour de vrai, où il n'y a pas un grand masque devant. Voilà, ça y est, on tombe les masques littéralement. Non, c'est des avatars ultra réalistes. Vraiment, c'est la dernière génération et vraiment le lip sync est incroyable. Progrès, hein, donc sur les avatars. Chapeau. Engage a fait de gros progrès depuis en 15 jours. Colossal. Eh bien, en tous les cas, on est ravis de vous retrouver comme tous les 15 jours pour cet Expert Talk. Ce soir, effectivement, un numéro un peu particulier à double titre. Un, effectivement, on a des avatars hyper réalistes. Et deux, on a vraiment le grand plaisir de recevoir Jean Mariotte ce soir, qui est donc le fondateur de SmartVR Studio, qui est devenu Eva et qui est, à ma connaissance, la première plateforme, on va dire ça comme ça pour l'instant, et puis tu vas nous enrichir de vocabulaire, la première plateforme de e-sport VR du monde, pour le moins. Allez, allons-y. On se fait plaisir. Du monde, ça me va bien. Et ben voilà, on n'a pas de limite et la technologie n'a pas de limite. Donc, ce soir, on parle e-sport en réalité virtuelle, on parle free roaming colocalisé, on parle de demain et comment cette modalité va emporter la planète et tous les gamers pour jouer, mais aussi sur plein d'autres possibilités à partir de cette technologie. Jean, raconte-nous tout, on est très impatients. Ok, je vais pas pitcher pendant 2 heures tout seul quand même, vous allez me parler un petit peu. Ouais, ça marche. Non, du coup, Eva, en quelques mots, effectivement, on a démarré avec SmartVR Studio au départ, où finalement, on a aussi un peu autofinancé le projet en commençant, en faisant des expériences, en montant en expertise sur la VR, à travers des expériences pour des clients où on a développé, si vous vous en rappelez, des expériences pour Thales, pour Total, ou des formations pour les contrôleurs SNCF en VR, etc. Et puis, on a commencé aussi à développer un jeu de base. En fait, nous, on est des gamers, et puis c'est vrai qu'on se disait, et des gamers plutôt compétitifs, et on se disait, la VR, c'est fou, quoi, en tant que gamer. Si demain, on avait un jeu, en gros, on avait Call of Duty en VR, ça serait fou, quoi. Et donc, du coup, on a commencé à développer un jeu qui s'appelle After H, qu'on a d'abord sorti dans des versions, on va dire, classiques, c'est-à-dire en mode box chez soi et tout ça. Je vous la fais courte, mais rapidement, en fait, on s'est dit, le vrai rêve de gamer, ce serait de pouvoir, en gros, courir librement sur un terrain de foot et faire un FPS, quoi. Et donc là, on est 3 associés, donc il y a William, qui est mon CTO, et Stéphanie, qui est CEO. Et donc là, je m'adresse plutôt à William et il me dit, mec, en fait, c'est mort. Techniquement, en fait, c'est pas possible. Bref. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a quand même fait de la R&D et tout ça. Et on a aussi levé des fonds parce qu'on avait quand même un projet de développer notre modèle produit. Donc, en 2019, on lève un peu plus de 2 millions d'euros avec Trust eSport Venture. Et puis là, en fait, l'opportunité de faire la Paris Games Week en octobre, donc on est en juin 2019, et là, on a l'opportunité de faire la Paris Games Week donc fin octobre 2019. Du coup, on dit à la Paris Games Week, on va vous faire un stadium VR de 1300 mètres carrés comme un stade de basket, et dedans, on va mettre un FPS After H.
Donc à ce moment-là, techniquement, en fait, sans rien vous cacher, on n'était pas franchement opérationnel. Et donc on avait... De quoi ? Vous vous êtes mis dans la seringue. Ouais, exactement. Et c'est pas une passion. Voilà. Et donc, à partir de là, on a bossé. Et je me souviens de donc, on avait un petit hangar miteux dans le 77 à Meaux. Vraiment un hangar où il y avait des trucs de fonderie à l'intérieur avant ou je sais pas quoi. Et donc, on a commencé à installer l'équivalent de la zone de jeu de 500 mètres carrés, donc de 30 mètres par 15 mètres dans ce hangar. Et à faire nos tests et tout ça. Et puis, je me rappelle, c'était fin août, ou début septembre, j'ai fait, pour la première fois, je suis allé jouer sur le modèle du jeu en déplacement grand espace. Et franchement, quand je suis sorti, je me suis dit, ok, c'est bon, on l'a, quoi. Ça fait 3 ans. Et là, ça y est, on a notre produit. Enfin, on a un truc qui va tout changer. Voilà. Et donc après, bon, bah, entre le test en hangar et le fait d'avoir réussi à faire passer plus de 4000 personnes en une semaine à la Paris Games Week, il y a eu un énorme boulot qui a été fait. Donc, l'avantage d'avoir une deadline comme ça, c'est que en un mois, tu fais 6 mois de R&D parce que tu es sous pression. Voilà. Et puis, du coup, la Paris Games Week, c'est vrai que nous, au début, je me suis dit, ça va coûter trop cher. Techniquement, on n'est pas forcément prêt. Est-ce qu'il ne faut pas le faire l'année d'après ? Et nos investisseurs nous ont dit, si, il faut le faire maintenant. Allez-y maintenant. Et pour le coup, ils ont eu raison à double titre parce que d'une part, ça a complètement changé l'envergure et de la boîte depuis cet événement. Et d'autre part, on s'est mangé un Covid dans la foulée. Donc, on a été en stand-by pendant 1 an. Donc, si on n'avait pas eu ce truc-là, en fait, ça aurait vraiment été super dur pour nous parce qu'on n'aurait rien annoncé en fait avant maintenant. Donc voilà, on a, malgré cette année Covid derrière, du coup, on a peaufiné le produit à fond. Et là, on a quand même réussi à signer, là je crois qu'on est à 23 ou 24 salles en France, dont 8 qui sont live aujourd'hui. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens quand même qui ont signé en testant dans un hangar / dans une salle qui n'avait pas encore ouverte au public. Donc ça, c'est le côté vraiment génial sur le principe de la franchise, quand tu dis signer, c'est un peu un principe. Ouais, ok. Exactement, ouais. C'est un modèle de franchise. C'est un modèle de franchise qui nous permet du coup de se développer assez rapidement, et parce que l'e-sport, c'est aussi, et je pense que c'est vraiment important, c'est important de créer entre guillemets l'émulsion à travers plein de salles et des gens qui vont jouer ensemble. Plus il y a de joueurs, et donc il faut atteindre cette masse critique de joueurs très rapidement pour avoir l'audience, pour avoir des pro gamers, pour avoir tout ça. Et donc c'est ça, ce combat contre la montre, de se développer très rapidement. Parce que si tu fais un truc trop lent, au final, bon, déjà tu as un concurrent qui peut faire la même chose possiblement, mais en plus de ça, tu crées pas trop la hype. Oui, puis tu ne développes pas le public. Et j'imagine les salles du coup qui ont signé, c'est des salles qui sont habituées, par exemple des laser games ou c'est ça qui est non, c'est vrai, c'est vraiment des nouveaux lieux. En fait, on a quand même dans nos franchisés des gens qui ont fait du loisir, mais pas du laser game, et du trampoline park, des trucs comme ça. Ouais. Mais on a aussi plein de franchisés qui avaient plutôt des expériences en restauration, par exemple. Il faut savoir que on a aussi voulu créer à travers Eva une expérience globale, parce que la vision qu'on avait aussi des salles VR, c'est que parfois tu as des box et tout ça, tu joues, et puis quand tu sors, en fait, tu n'as rien à faire. C'est un peu austère et tout ça, et du coup, tu rentres chez toi, ce qui est dommage. Du coup, nous, on a voulu créer un lieu vraiment où tu peux boire, manger. Et du coup, en fait, quand tu restes, déjà tu consommes, donc en termes de chiffre d'affaires pour la salle, c'est top. Et puis surtout, tu vas rejouer potentiellement après t'être posé 30 minutes. Donc on essaie de créer ce côté un peu e-sport bar qui marche super bien aux États-Unis d'ailleurs, mais même en France sur des sports plus classiques. On a essayé de recréer ça et on a essayé de mettre une ambiance un petit peu du jeu, un peu mode cyberpunk dans le resto. Donc pour se retrouver déjà un peu dans le jeu vidéo avant même d'être dans le vrai jeu vidéo, on va dire. Est-ce que tu peux nous montrer, pour que tous les gens qui nous regardent et ceux qui nous regarderont en replay, de quoi on parle pour bien fixer les idées? Parce que nous, on comprend bien, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir un peu de quoi on parle pour qu'ensuite on puisse rentrer dans... Alors déjà, on peut aller voir sur eva.gg, il y a toutes les infos.
Et puis il y a des petites vidéos YouTube qu'on peut passer éventuellement. Peut-être le making of de la Paris Games Week déjà pour commencer. La vidéo du bar de présentation pour l'événement avec les streamers IRL est en train de passer derrière vous en même temps. Ah ok, c'est magique la technologie. Et du coup, ah oui voilà, là on voit Dwagby du coup qui est un super influenceur. Bon là il y avait en plus il y avait la prod et tout, donc là il n'y est pas forcément quand on joue de manière plus classique, mais une partie d'After Rush, ça dure combien de temps en fait? C'est quelle durée pour une équipe? En fait, il y a donc le jeu After Rush, ça fait 3 ans qu'on le développe. C'est un jeu compétitif. C'est rare pour un studio en fait en VR aujourd'hui, même parmi tous les collègues, les super studios qu'on a en France. C'est vrai qu'on voit beaucoup quand même d'expériences qui sont créées, on va dire sous un cycle de 6 mois, 1 an max. Nous, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on développe un seul jeu. On n'a fait aucun autre jeu. Et la raison, c'est que on voulait que ce soit un vrai jeu compétitif, donc qu'il y ait de la profondeur de jeu, etc. Et donc, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode compétitif, c'est le mode domination. Donc, concrètement, tu as une map, tu as un point de domination. On peut venir en cuir avec des lassos et tout ça. Ouais, aussi. Enfin, ça, c'est un mode qui est après minuit. C'est le mode après minuit. On verrait c'est un autre lien après le live. Et donc, il faut capturer la zone. Et tu gagnes le premier arrivé à 100%, du coup, quand il a réussi à capturer la zone, gagne la partie. Donc, en fait, il n'y a pas de durée vraiment, mais en moyenne, on va dire que c'est 7-8 minutes. Et quand tu joues les sessions aujourd'hui, c'est des sessions de 40 minutes avec le briefing inclus. Et concrètement, tu vas jouer 30 minutes de jeu à fond. Et sincèrement, après 30 minutes de jeu, t'es rincé, quoi. Enfin, t'es rincé. Ouais. Et en plus, t'as cardio, le backpack. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez mesuré, c'est un truc que vous avez mesuré en termes d'équivalent sport. Non, mais ça fait partie des stats pour remonter le nombre de kilomètres parcourus, etc. Je sais qu'à un moment donné, on avait mis des montres Garmin et tout ça pour mesurer. Et sur une session, on avait fait genre 4-5 kilomètres quand même, tu vois. Donc, mine de rien, ça bouge pas mal. Et on peut le voir dans les lives, dans le live notamment, si vous allez sur la chaîne de Dwagby, qui est le présentateur qui a fait le Streamer Battle, là, il y a toutes les VOD de la compétition, que les mecs qui ont joué, ils sont trempés, quoi, à la fin. Parce que justement, en fait, c'est marrant parce que tu dis on est des gamers, etc. Et donc, évidemment, en tant que gamer, tu prends ta manette et tu te lances dans une partie jusqu'au bout de la nuit. Quand tu as le sac à dos et que finalement ta manette, c'est tes genoux, tes coudes, tes cuisses, etc. et que tu les sollicites pas nécessairement aussi souvent, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont cette petite surprise, en fait, que ce soit un petit peu plus compliqué avec son corps qu'avec sa manette, et que du coup, je sais pas, si vous échauffez les gens, si vous leur donnez des recommandations avant de se lancer? Alors, c'est vrai que le problème du jeu vidéo classique, c'est que c'est le loisir numéro 1 dans le monde, et en même temps, c'est aussi ça pousse et ça génère un vrai problème de sédentarité. Du coup, forcément, il y a pas mal de streamers aussi qui ont potentiellement un peu des problèmes d'obésité et tout ça, parce que forcément, quand on reste 10 heures assis, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément tous des grands sportifs non plus. Maintenant, il faut pas non plus avoir le cliché du gamer qui est comme ça, parce que maintenant, il y a de plus en plus aussi de gamers, notamment je pense à Brox ou à Gibbs qui étaient là, qui sont des super streamers. Et les mecs streament Call of Duty ou Valorant ou n'importe quoi. Et 1 heure après, il va continuer son stream, mais il va faire une session de CrossFit devant sa communauté. Et en fait, les mecs sont hyper sportifs. Et du coup, ils étaient hyper cardio sur le jeu. Mais après, clairement, il y en a qui étaient un peu moins cardio et ils ont un peu plus ramassé, quoi, sur la soirée, effectivement. Mais c'est bien, c'est vachement bien, justement. C'est qu'il y a Comment est-ce qu'ils appréhendent ce passage d'un jeu sédentaire ou fixe à un jeu où physiquement tu es complètement investi avec la récompense d'une quasi-réalité du jeu, quoi? Je dirais que là, alors en fait, pour remettre le contexte, pour le lancement des salles EVA, le 18 juin dernier, donc il y a même pas une semaine, vendredi dernier, en fait, on a
organisé le Streamer Battle. D'ailleurs, on a le teaser, je sais pas si Louis tu peux le passer, mais on a organisé donc un Streamer Battle. Donc Streamer Battle, c'est un format qui est organisé par Dwagby, qui est un des top influenceurs gaming français, un top streamer français et ami de Gotaga, etc. Et lui, il invite souvent sur des jeux qu'il adore ou des jeux connus, des influenceurs à venir se challenger sur un jeu. Et donc là, on a choisi Eva pour faire ça. Donc c'était complètement nouveau parce que là, pour le coup, c'était IRL, donc in real life, comme on dit dans le monde du gaming. Et on s'est tous retrouvés du coup à Eva Beauchamp. Et donc, il y avait certains talents, en fait. La plupart avaient quasiment jamais joué. Certains étaient venus tester pendant nos phases de test et tout ça, parce qu'on les avait invités. Ils avaient tous adhéré, donc ils étaient super chauds. Mais il y en avait qui avaient jamais joué. Et c'est vrai que, de manière générale, les streamers et les gamers, les e-sportifs classiques, on va dire, ils ont un a priori plutôt négatif sur la VR. C'est ça qui est assez drôle. C'est que pour eux, la VR, ça fout la gerbe. C'est plutôt une expérience. C'est pas forcément des vrais jeux compétitifs. Donc c'est plutôt un truc que tu vas faire one shot pour t'amuser, mais c'est pas forcément un truc hyper gamer, on va dire. Ouais. Et donc il y en a qui sont venus avec pas mal d'appréhension et peut-être d'a priori. Mais ce qui était génial, c'est qu'au final, après 3 parties, ils étaient à fond. C'est compliqué. Ouais. Notamment, je pense à Locklear, qui est un énorme streamer. Quand il stream, voilà, il a en moyenne 15 000 viewers en moyenne quand il est live sur Twitch. Donc c'est quand même un des gros streamers français. Et lui, il m'a dit, je suis content d'être là, mais je te le dis direct, j'ai fait 2 fois de la VR et les 2 fois, j'ai failli vomir. Donc, si jamais je joue et que ça se passe mal, je pourrais pas continuer en fait. Et donc, je l'ai rassuré parce que c'est vrai qu'avec notre concept, l'avantage, c'est que on a 100% de cohérence entre ce que tu vis physiquement et ce que tu vois virtuellement. Du coup, ton oreille interne n'est pas du tout challengé par rapport à ça. D'ailleurs, tu parles de streamer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait d'avoir un streamer, mais en fait en VR, c'est-à-dire quasiment comme un journaliste qui serait sur le champ de bataille, un photographe de guerre qui suivrait l'action au plus près pour la commenter à l'intérieur du jeu, comme on fait d'ailleurs ici à l'Experto quand on est en VR. On a Louis qui nous filme à travers son avatar. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà tenté? Est-ce que c'est oui, ouais. Techniquement, j'imagine qu'évidemment c'est possible. Alors techniquement, en fait, le sujet, il y a 2 sujets par rapport à ça. Effectivement, là, on a streamé sur Twitch en 2D. C'est vrai que notre rêve à un moment donné, c'est qu'en fait, les gens suivent le jeu finalement en VR, qu'ils soient aussi spectateurs VR, parce que la grosse difficulté, c'est au final, même si tu fais une super prod, et je pense qu'on a réussi à faire une super prod lors du Streamer Battle, tu vois, avec des caméras qui suivaient les mecs en vrai, et on faisait le mix entre virtuel et réel, et tout ça tout le temps. Ça donnait vachement envie et tout ça, mais mine de rien, entre ça et ce que tu vis virtuellement, il y a un monde énorme. Et donc, c'est vrai que pouvoir suivre en VR la partie, ce serait magique. Mais ça demande plusieurs choses. La première, c'est que tout le monde ait un casque VR. Et pas n'importe quel casque VR, parce qu'aujourd'hui, After Rush, on a fait le choix de partir sur une direction artistique qui est quand même assez poussée. Et du coup, si on voulait la mettre sur Oculus Quest, par exemple, on a un gros rework à faire, notamment de diviser par 30 ou entre 30 et 50 le nombre de polygones dans le jeu. Donc forcément, ça va quand même impacter pas mal le design. Et après, le deuxième sujet, c'est que tu as un sujet réseau. Aujourd'hui, tu peux pas mettre 10 000 personnes dans la même scène en VR. C'est un sujet un peu plus technique, mais il n'y a pas de mode spectateur comme un stream VR, ça n'existe pas aujourd'hui. Enfin, sauf si vous me dites que ça existe, je suis super chaud pour avoir la techno, mais voilà, il faudrait qu'on invente cette techno de stream VR qui du coup solliciterait pas la partie réseau. Par exemple avec des points qui sont entre guillemets attribués et tu peux pas te déplacer comme tu veux dans le jeu. Là, ça pourrait peut-être fonctionner. C'est quand même assez challengeant aujourd'hui techniquement. Il y a des solutions cloud, mais qui sont en cours de dev. Enfin, c'est pas encore
aussi poussé, parce que j'imagine que derrière, vous avez une application standalone qui tourne sur chacun des backpacks et qui est synchronisée, et que vous avez. Mais chaque sac à dos possède l'ensemble du jeu, de l'environnement, et ce que vous envoyez, c'est uniquement des positions et des choses très très légères, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Justement, comment tu vois la suite? Parce que de ce que j'en sais, il commence à y avoir des sacrées tensions de marché et de logistique sur les backpacks VR, qui apparemment sont des technologies qui sont en voie de disparition, enfin, ou d'extinction, à défaut de disparition. Donc le sujet, c'est le next step. Le next step avec ce streaming collectif qui effectivement sera l'aboutissement de chacun chez soi, va venir rejoindre une arène de e-sport qui sera exécutée par des vraies personnes qui seront dans l'arène physique, mais que tu pourras assister de loin. Mais sur la partie strictement free roaming colocalisé, comment tu vois l'avenir? J'imagine que vous avez déjà commencé à taffer sur le sujet. Ouais, bien sûr. Effectivement, le sujet des backpacks, c'est un vrai sujet. Alors, aujourd'hui, c'est pas totalement mort, en vérité, les backpacks. Il y a encore un acteur qui va potentiellement en délivrer. Nous, notre stratégie idéale, ce serait d'attendre que l'équivalent de l'Oculus Quest soit, on va dire, assez puissant pour faire tourner After-H comme il est aujourd'hui. Et on estime que ça arrivera en 2024-25 avec notamment les nouvelles puces de type Apple qui ont été annoncées, tout ça, qui vont être hyper puissantes. Parce que la problématique du Quest aujourd'hui, c'est qu'il a une carte graphique de mobile, donc forcément, ça limite énormément la performance graphique. Donc ça, c'est notre plan idéal et de rester sur Backpack en attendant. Si on a des ruptures de stock d'ici là, dans tous les cas, de toute façon, effectivement, on va lancer le projet. On a un projet qui se lance là sur justement l'adaptation Oculus Quest en free roaming, grand espace, à partir de la rentrée. Et donc on va d'abord pousser un nouveau jeu parce qu'on travaille sur un nouveau jeu en fait qui va sortir en 2022, qui n'est pas un shooter et qui viendra compléter l'offre compétitive que propose EVA. Et donc, de manière très probable, on va développer pour que ce soit compatible directement aussi avec le Quest en termes de perf. Et pouvoir proposer ce jeu aussi du coup avec des casques standalone. Si ça fonctionne bien et qu'on a toujours plus de backpack, alors nous la chance qu'on a, c'est que on avait anticipé qu'on a fait des énormes stocks de backpacks. On pourrait être revendeur de backpacks là. Si vous allez chez nous, vous avez je vais pas donner l'adresse d'ailleurs parce qu'on va se faire braquer, mais... avec des mecs qui viendront avec des vrais flingues. Donc voilà, nous on a de quoi tenir pas mal de temps avec les backpacks pour l'instant, mais c'est vrai que ça reste un sujet entre guillemets qui pour nous, moi j'estime que voilà le sujet il deviendra critique pour nous en 2023 en fait. Et justement à plus long terme, et c'est une question qu'on peut se poser aussi, Nicolas, mais sur les choix d'architecture qui vont être faits là dans les années qui viennent et qui vont nous engager sur les décennies. C'est un vrai sujet parce que tu as parlé de la limitation du nombre de spectateurs ou de joueurs dans un environnement, mais on a exactement la même problématique sur les espaces partagés en VR. On en a déjà parlé sur l'histoire du concert de Jean-Michel Jarre ou sur les plateformes type Engage, etc. Est-ce que tu imagines, est-ce que vous imaginez d'autres types d'architecture de pouvoir, par exemple, streamer le contenu à partir d'un serveur en cloud qui serait chez vous et qui serait capable d'envoyer ça sur des casques moins puissants. Mais est-ce que c'est en termes d'architecture technique, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou bien vous avancez un peu là où c'est un peu la voie qu'essaye d'ouvrir NVIDIA avec son Cloud XR. C'est de déporter toute la puissance de calcul dans le cloud et puis ensuite de la véhiculer sur des écrans devant les yeux via de la 5G. En gros, pour moi, c'est de ce que je comprends aujourd'hui, c'est un peu l'architecture cible. Oui, voilà, ce genre de modèle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Le streaming? Oui. Honnêtement, je suis pas. Enfin, je sais que c'est des sujets aujourd'hui qui sont pas réalisables. Est-ce que ça arrivera sera possible avec la 5G? Mon CTO est dubitatif en tout cas.
D'accord. En fait, nous, on a le problème, c'est que dans Eva, on a deux contraintes qui sont très fortes. C'est le nombre de joueurs et la surface. Donc en fait, c'est comme un peu, si tu veux, le streaming que propose HTC, tout ça. Alors c'est cool, mais sauf qu'en fait, tu es limité à 6 mètres par 6 mètres et 3 joueurs. Et nous, on a 12 joueurs et on a 500 voire 1000 mètres carrés de free roaming. Donc ça complexifie énormément le sujet en fait. Aujourd'hui, vous utilisez du tracking inside out pour positionner les uns et les autres? Ouais. Est-ce que vous avez des variations de matériel? Vous avez choisi un type de casque particulier parce qu'il était plus costaud? Vous avez des historiques avec des constructeurs? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? En fait, nous, on utilise du Windows Mixed Reality. Là, en ce moment, on tourne sur HP Reverb. Après, le gros challenge technique qui a été pour nous, c'était d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de drift entre les joueurs sur des très grandes surfaces. Aujourd'hui, nos concurrents aujourd'hui sont sur du 200 voire 225 mètres carrés, je crois, au maximum. C'est la raison pour laquelle, pour arriver, nous, à mettre 12 joueurs, jusqu'à 12 joueurs dans 500 mètres carrés, voire plus, sans qu'il y ait aucun drift, il y a eu quand même une grosse phase de R&D. Et heureusement, mon CTO est un genius, il a réussi à craquer un truc qui, pour nous, reste secret en interne. D'accord, pas breveté, mais ça reste un vrai secret en interne en termes de techno, qui nous permet d'aller sur des surfaces illimitées, parce qu'on a réussi, en fait, entre guillemets, à créer un système asservi alors qu'il n'est pas de base. D'accord. Et est-ce que du coup, vous avez été, comme tu parles de surface illimitée, vous avez pas, tu auras sans doute pas le droit de le dire, mais approché par l'armée ou des services secrets qui pourraient à minima entraîner leurs troupes, mais voire les utiliser sur le terrain, comme Microsoft avec son contrat avec l'armée américaine là, de 23 milliards cette année, qui était quand même un gros coup de boost sur l'ensemble du monde de la réalité augmentée. Après, nous, en France, les budgets armés, c'est pas les mêmes. Hein. Non, c'est pas la même armée. Mais bon, nous, on a Eva, donc. On va savoir. Ouais. Non, on n'a pas été approché. Et après, pour être totalement transparent, on essaye de rester focus sur notre produit. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à développer si rapidement le réseau. Et aujourd'hui, on se disperse vraiment le moins possible. On a beaucoup de demandes de trucs un peu farfelus qui peuvent être très sympas au demeurant, mais à un moment donné, en fait, on a un objectif, c'est qu'il y ait le plus de salles EVA possible dans le monde, déjà en France et puis dans le monde. Et que déjà, si en tant que tel, on arrive à pousser ce produit qui marche et qui fonctionne, derrière, on pourra se faire des trucs marrants avec l'armée ou former le GIGN ou que sais-je. Mais pour l'instant, notre but, c'est... On a échangé, si tu veux, avec des gens qui réfléchissaient à ce genre de choses. Mais tout de suite, ils te disent, bah ouais, mais il faudrait customiser le jeu en faisant ci, en faisant ça, etc. Et en fait, à partir de là, nous, si tu veux, on préfère développer du nouveau contenu pour nos joueurs tous les mois, parce que c'est ça qui fait revenir les joueurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un EVA, nous, on a des joueurs qui viennent jouer toutes les semaines. C'est pas un truc où tu viens une fois par an, etc. Ils viennent s'entraîner comme un vrai sport. Donc derrière, pour qu'ils reviennent, nous, on doit pousser des nouveaux guns, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles maps tout le temps, etc. Et ça, c'est un travail énorme. Donc on n'a pas trop le temps de se disperser, parce qu'on a encore une petite équipe, tu vois, à faire des trucs voilà, c'est comme Epic et Fortnite, et finalement, c'est un rapport avec la communauté. Un plus petit niveau. Exactement. Ça a commencé petit, et puis je vous souhaite le même succès et puis le même accès au métaverse. Mais ce qui est intéressant, c'est le lien entre la communauté des joueurs et le développeur. C'est que finalement, Epic se sont retrouvés aussi quasiment emprisonnés dans leur... emprisonnés, c'est un peu négatif, mais vraiment dans une relation captif, en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas arrêter parce que tu as aussi une communauté de joueurs qui compte sur toi et qui te fait vivre, et ça va dans les deux sens, quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ce qui nous démarque, et c'est vrai que c'est... Voilà, nous, au niveau techno, ce qui nous démarque et le truc qu'on pousse et qui était un peu à contre-courant aussi de tout ce qu'on nous dit, enfin, quand je discutais avec des experts de la VR, etc., ils nous disaient oui, mais alors le chiffre d'affaires au mètre carré, c'est pas bon.
parce que vous faites des grands espaces, mais vous mettez pas tant de joueurs que ça dans une arène, etc., etc. Sauf qu'en fait, nous, en fait, ce qui nous démarque, c'est qu'on fait de ce qu'on appelle nous de l'hyper free roaming, donc c'est 450 carrés minimum, et de l'e-sport. Et voilà, je pense que c'est vraiment deux facteurs différenciants par rapport à toute la concurrence aujourd'hui. Et en fait, au niveau du business plan, je suis pas du tout convaincu par le fait que, par exemple, les box vont pouvoir perdurer dans les location-based VR, dans la mesure où, maintenant, on peut s'équiper pour quelques centaines d'euros et jouer à la maison et avoir une expérience qui est quasi similaire. L'avantage, c'est que là, on a créé une expérience, à moins d'avoir un terrain de foot dans ton jardin, tu peux pas le faire. donc c'est ça aussi qu'on essaye de recréer à travers Eva. Et c'est quoi votre roadmap sur la partie e-sport VR? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ça? Parce que là, vous avez ouvert une douzaine de salles en France. J'imagine qu'il y en a. Il y a 8 salles ouvertes, Toulouse qui fera 9 en août. Et ensuite, on a une dizaine de salles qui vont ouvrir, je pense, d'ici janvier-mars 2022, quoi, supplémentaires. Je suppose que vous avez aussi des développements prévus à l'étranger. Alors, on a déjà une salle en Belgique. Et suite à l'ouverture, on a eu beaucoup de demandes, effectivement, qui proviennent de pays divers et variés. Mais nous, notre stratégie, là, c'est effectivement à partir de 2022 d'attaquer notamment l'Europe. Donc avec les pays limitrophes, Europe, Allemagne et UK notamment, qui vont être dans notre focus. Et alors, comment est-ce que vous organisez cette communauté nationale et bientôt européenne autour de la notion de e-sport VR? C'est quoi votre vision à 5 ans on met de côté tous les problèmes matériels, de nouveaux jeux. Voilà. De toute façon, on s'adaptera. Voilà, c'est ça. Mais la vision globale, demain, en fait, vous êtes en train de construire la première ligue mondiale de e-sport VR, d'hyper free roaming. C'est quoi votre vision du e-sport VR à 5 ans En fait, derrière, c'est une question hyper intéressante parce qu'elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. En fait, nous, déjà, la vision de base, c'est pas simplement ouvrir des salles. On n'a pas forcément une vision exploitation du projet. On est plutôt dans une logique de se dire, on essaie de créer une nouvelle discipline sportive qui est à la frontière du gaming et du sport. Donc voilà, là pour le coup, on défriche un truc. Alors peut-être que je pense pas en tout cas parce qu'on a des super retours, mais voilà, nous, notre ambition, c'est de créer un nouveau sport. Donc à partir de là, l'ouverture des salles n'est qu'un moyen, en fait, si tu veux, d'évangéliser ça. Et notre roadmap aujourd'hui, elle est très claire. 2025, 200 salles dans le monde, dont normalement une centaine en France. Et après, la partie e-sport vient se greffer là-dessus avec deux approches. La première, c'est une approche, on va dire, top-down, où, si tu veux, on va créer l'équivalent d'une Champions League EVA. Donc avec un modèle de club franchisé et de sponsors avec des droits médias, etc. Donc là, déjà, sur l'événement du 18 juin, on avait Adidas qui a sponsorisé. Et si vous regardez la VOD, vous allez voir qu'il y a des skins Adidas dans le jeu, etc. Et ça, pour Adidas, c'était une première. Ils ont vraiment adoré le fait qu'on ait pu faire ça. Et puis, derrière, c'est hyper important aussi. Et nous, on va recruter des équipes qui vont vraiment être dédiées au développement de cette partie e-sport. Une approche très bottom-up, c'est-à-dire pour chaque salle, développer une sorte d'écosystème e-sportif autour de compétitions inter-écoles, inter-entreprises, inter-clubs amateurs, etc. Parce qu'en fait, tu peux pas que avoir la Champions League. Aujourd'hui, s'il y a la Champions League en foot, c'est parce que les gens, ils s'organisent des petits tournois entre eux, ils jouent dimanche, etc., etc. Et donc, il faut qu'on arrive à retrouver un peu ça. Et puis peut-être que dans quelques années, en fait, on aura dans un gymnase les lignes de basket, les lignes de handball et puis les lignes de EVA, tu vois, qui permettront de jouer dans n'importe quel gymnase. Donc ça, c'est un peu l'ambition qu'on a à plus long terme. Voilà. Donc 2024, il y a les JO à Paris. Forcément, un terrain de EVA quelque part. C'est un coût médiatique énorme. D'autant que maintenant, il y a quand même une communauté qui est là, qui existe dans le monde entier, des équipes déjà de e-sport et le e-sport qui est déjà bien présent à Paris. Donc, vous y travaillez, c'est quelque chose
Ouais, tout à fait. Bah, en fait, si tu regardes les JO, enfin, en tout cas, l'analyse que j'en ai, c'est que ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont mis aux JO des jeux qui sont pas du tout des jeux top e-sport, mais qui sont des jeux qui sont très proches des vrais sports. Donc, la voile, tennis, un truc comme ça. Mais par contre, si tu regardes au niveau audience Twitch, ou on va dire traction au niveau du nombre de joueurs, tu retrouves pas des League of Legends, des choses comme ça aux JO. Le vrai sujet qu'il y a derrière, en fait, c'est toujours cette histoire de la grosse différence avec un autre sport, c'est qu'il y a des éditeurs derrière qui détiennent l'IP. Et donc, pourquoi privilégier un éditeur par rapport à un autre quand on les met au JO? Donc ça, c'est vraiment je pense, le gros sujet qui freine aujourd'hui par rapport aux JO. Et les mecs des JO, ils veulent pas avoir, tu vois, un Epic Game ou un Riot qui va imposer son truc derrière. De quoi? Alors, vous allez avoir un peu le même problème. Nous, on a le même problème, mais ceci étant, il y a quand même des éditeurs qui ont été sélectionnés pour les JO, là, c'est ça qui est intéressant. Et quand on regarde, je ce ne sera pas un shooter. Pour vous remonter quelques questions du chat, notamment sur... je vous les pose là, parce qu'après, je vais oublier. Mais comment est-ce que vous avez pu gérer la crise Covid avec les salles? Grosse question qui remonte. Et est-ce que tu penses que l'e-sport VR a le potentiel de remplacer des choses comme les laser games ou l'airsoft? Voilà. Alors, première question. Nous, la première salle devait ouvrir en novembre 2020. Et une semaine avant, on s'est pris le confinement. Donc, en fait, il n'y a pas de salle qui est ouverte. Donc, entre guillemets, on a géré la crise sans la gérer, dans le sens où il n'y a pas eu de salle qui tournait et puis qui a été fermée. Alors par contre, c'est vrai que pour la salle, notamment à Beauchamp, qui était prête à ouvrir, voilà, il y a eu des deals avec le bailleur qui étaient assez conciliants. Enfin, et forcément, ça a quand même généré une certaine tension au niveau du cash. Ça, tout le monde l'a vécu. Après, je pense qu'en France, on a quand même été bien aidé à ce niveau-là. On est quand même bien loti par rapport aux pays étrangers. Donc, de ce côté-là, on a quand même été. Ça a été quand même pas mal. Sanitaires d'ailleurs, est-ce que sur la suite et sur les nouvelles ouvertures, vous avez des protocoles, j'imagine? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils sont disponibles sur le site eva.gg, on est affiché. Voilà, donc ça, nous, après, au niveau siège Eva, en fait, je pense qu'on n'était pas prêt pour ouvrir en novembre. Et que... Bien tombé. C'est ce qu'on se dit avec nos franchisés quand on en parle aujourd'hui, c'est qu'au final, ce qui est génial, c'est que du coup, on a peaufiné le jeu pour qu'il soit bug-free à 100%, on a peaufiné les routines d'exploitation, etc. Et ça a été hyper bénéfique pour le lancement d'aujourd'hui qui s'est déroulé en juin. Donc voilà. Et le deuxième effet positif, parce qu'il faut toujours quand même essayer de voir le positif du truc, c'est que du coup, on a fait un lancement avec 8 salles au lieu de faire un lancement avec une salle, puis 2, puis 3, etc. Donc, c'est quand même sympa d'ouvrir, de dire Eva se lance et tout de suite, on a 8 salles qui sont ouvertes instantanément en France. Donc ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas installé pendant toute cette année Covid. Et ça me fait penser à quelque chose, Jean. Est-ce que si on a 8 salles et donc 8 arènes qui sont allumées en même temps, on pourrait assembler en fait ces différents stades pour faire jouer les N personnes sur les différents stades dans le même lieu, tu vois? Les salles peuvent jouer entre elles. Les salles peuvent jouer entre elles. Les salles peuvent jouer. En fait, nous, on a standardisé l'arène. Donc les arènes sont tous de la même taille et donc les maps aussi. Et donc tu peux avoir 4v4 avec 4 joueurs à Toulouse et 4 joueurs à Paris qui jouent ensemble les uns contre les autres sans aucun problème. Parce que bien sûr, nous, nos serveurs de toute manière sont dans le cloud. Même si tu joues en local, en 4 contre 4 dans une arène, en fait, le serveur multijoueur, il est dans le cloud. Voilà, donc tu peux jouer intersalle sans problème. Et je me rappelle plus de la deuxième question, oui, du coup. C'est quoi la deuxième question? Hop, attends, je remets mon micro et j'arrive. Est-ce que ça peut remplacer les laser games ou les... ou l'airsoft, c'est ça. L'airsoft, voilà. En fait, c'est vrai que le cerveau humain, il veut toujours mettre des cases ou remplacer ou opposer les notions, etc. Moi, je suis pas du tout dans cette approche. Je pense pas que l'e-sport VR qu'on est en train de créer va remplacer l'e-sport classique le soir. Enfin, du moins pas tout de suite. Et c'est pas forcément des notions à opposer. Moi-même,
tous les soirs, je joue à Warzone avec ma team. Donc, c'est pas parce qu'on joue en VR qu'on joue pas aux jeux classiques. Et après, l'airsoft et le paintball, moi j'ai fait pas mal de paintball, j'ai pas fait d'airsoft. Le laser game, je trouve que c'est quand même assez différent parce que je trouve, pour moi, le laser game n'est pas un sport compétitif en tant que tel. C'est plus laser game pour moi, c'est plus casual dans le sens où tu mets 40 gamins dans 400 mètres carrés et ils se tirent dessus au corps à corps. Il n'y a pas de tactique vraiment, etc. Et même les compétitions que j'ai déjà vues, c'est pas non plus incroyable. Par contre, c'est vrai qu'en airsoft et en paintball, c'est quand même beaucoup plus tactique. La grosse différence, c'est que du coup, avec Eva, on va retrouver des sensations de paintball un petit peu, mais avec le champ des possibles d'un jeu vidéo et la précision aussi, parce que mine de rien, quand tu tires une bille, au final, c'est pas super précis, t'as pas une portée. Là, t'es dans un jeu vidéo, donc on a les grenades, on a tout. Tu peux pas tricher aussi, by the way. donc voilà, ça apporte ça. Et en général, les joueurs de paintball airsoft, ils adorent l'expérience Eva et en plus, ils sont plutôt bons. Parce qu'ils ont ils ont de bons réflexes de déplacement, etc. Et les gamers sont aussi bons parce qu'ils ont des bons réflexes notamment tactiques et de communication en team, parce que ce qui fait la différence quand tu joues, c'est surtout le travail d'équipe, de bien communiquer, de faire ce qu'on appelle les calls, de savoir où sont les gars, prendre les lignes et tout ça. Et les mecs qui sont venus jouer le 18, c'est des monstres sur les jeux FPS. Donc forcément, ils avaient des marques de communication entre eux qui sont incroyables. Et par rapport à un joueur lambda, en quelques heures, ils étaient déjà exceptionnellement. Par contre, moi, je veux bien revenir sur cette interconnexion avec les salles. Je n'osais pas poser les questions parce que j'imaginais pas que c'était possible, mais c'est juste incroyable. Donc en fait, tu peux avoir une équipe qui est à Beauchamp, une équipe qui est à Toulouse, et pour les deux équipes qui sont physiquement dans l'espace vont pouvoir s'affronter dans un match qui devient totalement virtuel. Ouais, et puis nous, on peut être dans nos studios à Montreuil et commenter la game en mode ops. Donc ça, c'est ça qui est cool. Ça, dans cette perspective d'organiser cette ligue française ou européenne, c'est super intéressant parce que tu peux avoir les poules de qualification qui se font chacun chez soi, sur son terrain, et puis ramener les équipes pour les finales sur un stade principal, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est allé vers cette technologie cloud. Parce qu'on s'est dit très vite que les compétitions intersalles, c'était vraiment le truc cool. Et que ça allait créer l'effervescence, tu vois, je soutiens ma team, etc. Et ça interdit sans les vachettes, hein. C'est réinventer le 21e siècle. Sans rentrer dans vos secrets de vos secrets de fabrication, même si on aimerait bien, mais comment ça fonctionne? Alors, ça veut dire que tu as quand même un serveur local qui lui, va gérer en temps réel la synchronisation des positions, et tu agrèges tout ça dans un cloud, ou t'es full cloud? Full cloud. En fait, le jeu fonctionne comme si c'était un jeu classique online, hein, tout simplement. Donc on a en gros on a une partie jeu qui embarque la partie effectivement environnement et tout ça, et puis comme tu le disais Yacine, derrière on a une partie serveur qui est totalement dans le cloud et qui va driver la partie, la position des joueurs et tous les éléments qui se déroulent. Et alors, qu'est-ce que vous consommez comme données? J'imagine que vous êtes tous vos salles c'est très faible. Optique, hein. En volume, c'est très faible. Ouais. Vraiment des positions, les tirs. Enfin, après, mes développeurs doivent sauter sur leur chaise parce que je dois oublier 10 millions de trucs, mais c'est bien de donner l'impression que c'est simple. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais on a quand même eu des sujets de performance, notamment pendant ce Covid, on a fait une refonte du serveur multijoueur pour parce que c'est pas tant le volume de données qui est important dans un jeu compétitif, c'est surtout la latence. Tu vois, quand tu tires, il faut que ça réagisse tout de suite, et si jamais il y a 0,3 secondes de ping, ça peut être décisif dans un face-à-face. Quand tu c'est ça aussi qui te donne le vomito en VR. Hein. Et en plus, ouais. Le lag réseau te donne pas forcément le vomito. Ça, c'est le lag de performance, oui. En fait, il y a deux sujets. Il y a gérer la partie framerate, le nombre d'affichage. Et nous, on a nos guidelines, c'est 90 FPS tout le temps, tu vois, qui descendent jamais, etc. quand on développe. Et le deuxième truc, c'est le ping réseau. Donc, c'est-à-dire que quand je tire, l'info elle part au serveur, elle revient, et donc ça doit être sur les arènes, on a des pings entre 10 et 20 millisecondes, donc ce qui est super correct pour jouer à du FPS. C'est le paradoxe du temps réel.
De quoi? Vous êtes en fibre optique? Ou vous avez pas toutes les salles ont la fibre obligatoire, tout à fait. Et des équipements réseau? Vous avez des équipements réseau particuliers? Oui, enfin, il y a des routeurs assez costauds, etc., qui sont mis en place. Là, je t'avoue que je saurais pas répondre, mais enfin, je sais que, enfin, en gros, il y a rien d'incroyable, hein, mais je sais qu'on met quand même on installe un Wi-Fi avec un routeur spécifique pour diffuser du Wi-Fi de très bonne qualité, rattaché à une fibre optique, ce qui permet de jouer, de streamer s'il y a besoin, et ce qui permet aussi aux équipes support, parce qu'on a développé tout un soft aussi pour intervenir dans toutes les salles à distance. Et si t'as pas une bonne connexion, en fait, un truc que tu fais en 3 minutes, tu le fais en 15, quoi. Donc, voilà. De toute façon, j'imagine que ça fait partie des contrats quand vous signez une salle. Hein. C'est dans le cahier des charges. D'ailleurs, Toulouse devait ouvrir là, mais malheureusement, leur opérateur sur la fibre, ils ont eu du retard. Toute la salle est prête, il manque juste la fibre. Et du coup, on attend la fibre pour ouvrir. Voilà. Ils doivent bouffer la table, les pauvres. Ouais, ça va, il est costaud, Rémi de Toulouse. Il a un mental solide, mais c'est vrai qu'on était un peu déçus de ne pas pouvoir ouvrir, notamment avant l'activation du 18 juin. Mais bon, c'est que partie remise. Alors, j'ai une petite question très pragmatique, mais que parce que j'ai pas encore fait l'expérience. Hein, je suis impatient de pouvoir venir le tester et le plus vite possible. Et en fait, il y a effectivement, c'est très physique. Hein. Enfin, c'est quand même physique. On porte quelque chose, on se déplace, on tire, on bouge, on se baisse, etc. Donc, le corps, il réagit en général toujours de la même façon quand on commence à faire un peu d'activité. On transpire. Et comment est-ce que vous gérez ça au niveau du casque? C'est-à-dire que quand on commence à transpirer, en général, il y a de la buée qui vient se former dans les lunettes, hein, pour les gens qui ont des lunettes, et les casques n'échappent pas à la règle. Est-ce que vous avez un système particulier, ou est-ce que c'est un problème que vous rencontrez, ou c'est complètement anecdotique? Alors, c'est un vrai point, clairement, qui, je pense, aujourd'hui, on n'est pas encore à 100%. On a encore des améliorations à faire là-dessus. Alors déjà, la première chose, c'est que il y a 2 sujets sur ça. Le premier, c'est on met des masques qui vont qui vont empêcher que la transpiration elle arrive sur le casque directement. En plus, aujourd'hui, on travaille aussi maintenant l'HP Reverb G2 notamment. Tu sais, les covers, elles sont magnétiques, donc tu peux les remplacer, les remplacer facilement. Donc ça, c'est très cool. Et en fait, la buée, malgré ce qu'on peut penser, n'est pas générée quand t'as chaud. Elle est générée si t'as chaud et que tu joues dans un environnement très froid, parce que du coup, ça fait un choc thermique. Et en fait, par exemple, quand on jouait en hangar, dans notre petit hangar Mython en 77, en plein hiver, quand on faisait des grosses games, c'était une horreur, parce que pour le coup, on avait de la buée de fou. Et là, en fait, du coup, dans les salles, en fait, qui sont maintenues à des températures raisonnables et tout ça, donc été, elles sont climatisées, l'hiver, elles sont chauffées. En fait, on n'a pas vraiment de problème de buée. C'est vrai que sur des lunettes, on a fait quand même passer pas mal de gens. J'ai pas eu de retour de buée sur les lunettes, mais c'est un sujet que j'ai pas exploré, pour être franc. Après, voilà, la buée aujourd'hui n'est pas un sujet. Pas un souci. Par contre, la transpiration, on est notamment pour l'hygiène, en fait. Et pour le pack. Exactement. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent transpirer plus que d'autres, et donc c'est un sujet qu'il faut gérer. C'est le sujet pour les bowling, etc., ou les patinoires. Enfin, c'est un vrai. Les pistes de ski. Est-ce que vous avez des difficultés avec les backpacks? Parce que pour le coup, comme c'est extrêmement physique, des déplacements, peut-être que tu as des joueurs qui tombent, ou alors pris dans l'action, ils font des roulés-boulés, tu vois, pour se coller en sniper. Tu vois, après, quand tu es dedans et que ton cerveau est déconnecté de la réalité, tout devient possible. Est-ce qu'il y a des enjeux de solidité sur le backpack, de protection un peu plus importante? J'imagine que vous avez des bardés de batterie, vous pouvez changer la volée, mais voilà, c'est quand même pas, ça a un coût, un backpack, hein, c'est loin d'être, c'est pas un quest, quoi. Alors, en fait, on a beaucoup bossé cette histoire de collision. Quand t'es mort, t'es en ghost, et donc, tu vois, on met beaucoup d'alarmes et tout ça, enfin, beaucoup de choses qui permettent de pas se rentrer dedans. Finalement, les collisions, elles sont plus sur des joueurs qui découvrent le jeu, on va dire, et qui n'ont pas les bons réflexes.
que des joueurs confirmés, parce que quand on est joueur confirmé, on va courir plus vite et tout ça, mais au final, on se rend plus dedans parce qu'on a l'habitude. Les 2 facteurs de collision aujourd'hui, c'est quand tu meurs, ou t'es comme ça, tu vois, t'avances et tu te fais tirer dessus, tu vas vouloir reculer parce que pour te protéger. Et là, t'as ton copain qui était juste derrière toi comme ça, qui bam, tu recules dans ton copain. Ou sinon, quand t'es mort, tu veux retourner au point de spawn pour revivre, sauf que t'as oublié qu'en fait, on avait mis un compteur qui fait que ça sert à rien de courir, de retourner, parce que de toute façon, t'as 30 secondes pour retourner, donc ça sert à rien de courir, mais t'es dans le feu d'action, tu te retournes avec ton gun, boum, et tu vois, en te retournant, pareil, on n'a jamais de choc entre 2 joueurs de team opposés, mais souvent, c'est ton allié qui est collé à toi, tu vois, mais après, c'est pas forcément des gros chocs. Donc, en fait, ce qui prend surtout, c'est le gun. Et le gun, nous, on l'imprime en 3D avec des matériaux qui peuvent se remplacer assez facilement, donc qui se cassent pour justement que ça ne blesse pas les gens. Mais du coup, des pièces qui se remplacent facilement et qui sont pas chères à remplacer. Le backpack, honnêtement, il prend jamais. Après, les roulades, en fait, avant de jouer, t'as un briefing et on s'est fait un petit kiff avec un tournage, avec un acteur qui est baraqué comme ça, qui va te faire un briefing à la Full Metal Rocket, tu vois, genre. Et du coup, t'as pas envie de courir. Donc en fait, les premières parties, on est quand même assez cash avec notamment quand la cible est jeune et tout ça. On leur dit si vous courez en fait et que vous faites n'importe quoi, en fait, on vous sort de la partie. Donc votre session, elle est finie. Donc soyez respectueux au départ. Puis quand vous allez progresser, petit à petit, vous allez prendre plus d'aise et vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement, etc. Et donc le fameux, il y a un raccourci sur le clavier que je donnerai pas, mais qui permet de kill le joueur qui a été alerté et qui continue. Et un petit avertissement qui s'affiche pour lui dire. En fait, l'admin, il peut appuyer et là, on dit vous avez été alerté par l'admin. Puis en plus, l'admin peut parler, bien sûr. Puis si jamais il continue, en fait, on tue. Voilà, donc, d'accord. Normalement, quand on a marre d'être mort, t'arrêtes de courir. Et j'avais une question aussi connexe, un petit peu plus systémique sur ce type d'emplacement, parce que paradoxalement, enfin justement, il y a l'AVR, on peut en faire partout, on peut en faire chez soi, dans un petit espace, et vous avez besoin de beaucoup d'espace. Et du coup, la réalité urbaine fait que dans les centres-villes, le mètre carré est horriblement cher, et que pour mobiliser 1000 mètres carrés, on va plutôt aller en périphérie. Dans un endroit, voilà, c'est ça. Donc, du coup, qui sont peut-être moins faciles d'accès, en tout cas d'un point de vue, en termes de transport. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de local, c'est quelque chose de régional, etc. Et comment est-ce que vous gérez, en fait, c'est quel type de lieux qui vont accueillir EVA et comment est-ce que vous allez faire comment se fait le lien, en fait, le côté commute, quoi, pour arriver jusque-là. Un peu comme le bowling, hein, qui va avoir ce genre de en fait, nous, je pense qu'on peut être assimilé à des urbanes ou des fives, tu vois, en termes de positionnement à ce niveau-là, en termes de surface. Notre cahier des charges, quand on cherche un lieu, c'est qu'on veut quand même être à maximum 10 minutes à pied d'un transport en commun. D'accord. Et généralement, on arrive quand même à trouver, même si effectivement on se retrouve en périphérie, mais on a aussi des lieux qui vont être, qui sont quasiment, je pense notamment à la EVA à Lille qui va ouvrir, qui est vraiment collé. T'es à 10 minutes en tram du centre-ville, tu vois. Donc, ça, pour nous, c'est l'idéal. Après, t'as Eva Beauchamp qui est dans le 95, qui pour le coup est un peu plus excentré. Mais en même temps, dans cette zone du 95, les gens se déplacent aussi beaucoup plus en voiture. Donc, tu as les usages qui changent en fonction de où tu vas t'implanter. Et donc, il y a une vraie étude qui est faite, bien sûr, en amont quand on cherche le local, à savoir c'est quoi les usages des gens de cette aire de cette zone de chalandise. Les gens se déplacent comment, plutôt en voiture, en transport en commun, en vélo, enfin bref. Voilà. Après, c'est vrai que le EVA Paris Intramuros, on a un projet de le faire, mais il sera sûrement fait en propre par nous-mêmes. Et au vu de loyer, ce sera plutôt un EVA vitrine qu'un EVA très rentable. C'est un EVA sous-sol aussi, parce qu'il y a des espaces de parking aussi, j'imagine, où vous avez besoin d'une hauteur sous plafond minimale qui fait. On n'a pas besoin d'hauteur sous plafond, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, il ne faut pas de poteaux. Et en général, malheureusement, dans les parkings, tu as des poteaux.
Ouais, le Grand Palais. Eva Grand Palais. Il y a une question là sur la triche, je vois dans le chat, que je trouvais intéressante parce que on nous la pose souvent. Comme en fait, tu peux te déplacer librement sur l'air et qu'il n'y a pas de mur dans la zone de jeu et qu'il y a des murs dans la zone virtuelle, comment on fait en sorte que les joueurs trichent pas et rentrent pas dans les murs? Donc, en fait, par rapport à ça, bah, dès que tu rentres dans un mur, en fait, tu as un message qui t'avertit que tu es en train de traverser un mur et que c'est pas autorisé. Et si tu continues, en fait, ça te tue et en plus, ça te bloque ta vision et ton tir. Donc, en gros, tu deviens un petit lapin qui se fait tuer. Donc, très vite, tu comprends que c'est pas forcément stratégique de traverser un mur ou d'essayer en tout cas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des retours haptiques? Est-ce que vous avez des vibrations, que ce soit dans les armes, dans le pack, etc., qui pourraient justement servir de repère quand on passe sur un mur, le dos qui vibre, qui nous prévient qu'il ne faut pas aller par là? C'est des choses que En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les premières versions, on avait retour haptique, full body tracking, on avait la totale, tu vois. Ouais. Et en fait, la version qui est sortie, il y a juste des manettes qui sont dans un gun, ton casque. Le reste est en prédiction, notamment ton déplacement des jambes et tout ça, c'est de la prédiction. Et on a aussi retiré l'haptique. Et la raison à ça, c'est qu'en fait, quand tu fais un proto et que tu fais une démo dans un salon, tu joues comme ça, en fait, tu peux mettre tout ça et c'est cool. Mais quand tu es en exploitation et que tu reprends 200 personnes jour et que tu enchaînes les sessions, il y a d'une part, plus tu rajoutes de complexité dans le dispositif, plus en fait tu as des risques de problèmes. Et d'autre part, en fait, nous, on a chronométré le temps d'interpartie parce qu'il faut que ça déroule, tu vois, entre deux parties. On peut changer les backpacks, machin, etc. Si en plus tu dois gérer et ça devient un enfer. Donc en fait, le truc où on avait des capteurs partout, machin, tout ça c'est sympa quand tu fais une démo proto, mais en vérité, ça apporte pas tant que ça quand tu es en train de courir ou à un moment donné, tu regardes pas tes pieds en permanence, tu vois. Donc ça mais par contre, l'haptique va quand même revenir parce que là, en fait, notre gun, il a été prévu pour qu'on puisse enlever des parties et les remettre en haptique. Et on a du coup là des protos qui sont en phase de finalisation au studio avec du retour haptique, notamment dans le gun. Et ça, c'est quand même assez cool parce que en termes de sensation, ça. Et au niveau du son, pareil, j'imagine que c'est chacun à son casque. On se spatialisé, Alors après, quand tu joues day to day, en fait, les casques, on utilise les oreillettes du headset qui sont pas incroyables en termes d'immersion et de qualité, parce que tu entends quand même beaucoup à l'extérieur encore, mais c'est vrai que du coup, en termes d'exploitation, c'est quand même hyper rapide. Par contre, quand on fait des compétitions, on a des casques un peu comme le tien d'ailleurs, qui permet d'entendre tout, les bruits de pas, et aussi de t'isoler du monde extérieur. Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent justement avec leur matériel, qui vont dire moi je veux mon casque, ou vraiment quand on arrive. Le casque son, c'est faisable parce qu'en fait, tu vois, les HP, ils ont un truc qui est tout fait en jack, tu peux brancher facilement. Par contre, ramener ton propre casque ou VR. Ça c'est pas jouable. En fait, c'est jouable, mais on perdrait juste un quart d'heure à changer le casque, à recalibrer, et tout le temps. Tu vois. C'est pas. En exploitation. De quoi? Il peut venir avec son cover. Tu vois, s'il a un reverb. Oui, voilà. Par contre, les covers, c'est quelque chose qu'on va commencer à distribuer parce pour les joueurs, en fait, tu peux t'abonner dans un Eva. Ça, c'est aussi un modèle qui est un peu innovant. Tu peux, pour venir jouer en illimité, donc tu t'abonnes comme une salle de sport, tu viens jouer autant que tu veux. Et donc, pour ces gens-là, ça a du sens, effectivement, d'avoir ta cover. Comme ça, t'as ton niveau hygiène, t'es tranquille. Et d'ailleurs, puisque ça c'est vraiment, on peut vraiment, vous le rapprocher du sport, mais est-ce qu'on peut s'entraîner autrement qu'en jouant? Est-ce qu'il y a des phases d'entraînement particuliers, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase de jeu, mais on va répéter des mouvements ou des choses qu'on peut faire chez soi, ou est-ce que vous avez un principe, un programme, d'entraînement, d'amélioration qui ne passe pas par une session pleine et complète d'une partie, quoi? On va release sur Steam et gratuitement en fait une version training de After Rush Battle Arena qui permettra en fait de tester les guns, de regarder les maps, de regarder les stats de tes guns, de t'entraîner à viser, à développer du coup ton aim, aussi de choisir tes skins parce qu'en fait quand tu viens jouer et que tu es abonné, tu as ton compte sur eva.gg, en fait tu flashes un QR code là au niveau des backpacks et ça te log directement sur ton backpack. Du coup après
tu es connecté à ton compte joueur. Et donc, tu peux en fait avoir préparamétré ton compte. Tu vois, tes armes que tu préfères, les skins que tu aimes bien et tout ça. Et donc, effectivement, le next step de ça, c'est de proposer un aim training, notamment dispo sur Steam. Comme ça, quand tu viens, tu performes tout de suite. Tu perds pas de temps. Ouais, c'est l'équivalent de l'expérience, finalement, dans un jeu vidéo, mais là, réel. On vient vraiment avec son expérience, on s'améliore pour de vrai, quoi. On s'entraîne à la maison et on fait les compétitions. Bah oui, parce que j'imagine que c'est pas non plus le même tarif. Parce que, bah, ça va quand on est abonné, mais après, c'est une question de temps. Mais c'est l'investissement. C'est 70 € par mois pour être abonné. Mmh. Qui me semble assez correct en vérité pour jouer en illimité dans une salle VR. Et après une session de 40 minutes, c'est 19 €. D'accord. Donc si tu viens souvent, tu as vraiment un intérêt fort à passer en abonné très rapidement. Et alors, quels sont vos prochaines challenges techniques ou les grosses améliorations que vous voyez pour améliorer le dispositif, le rendre plus je ne sais quoi, malgré que ça a l'air quand même méchamment abouti, si j'entends bien ce que tu dis. Bah ouais, je pense qu'aujourd'hui on a un produit qui est assez abouti. Après, il y a énormément de sujets sur lesquels on veut améliorer. Les piliers de ça, c'est retirer le backpack, donc passer en casque standalone. 2, améliorer l'immersion et le tracking. Donc, même si aujourd'hui on a retiré le full body tracking, etc., en fait, l'idée c'est de le retrouver, mais sans forcément avoir d'accessoires en plus. Donc, tu vois, par exemple, le Leap Motion, mais en mode hyper réactif et qui fonctionnerait très bien. C'est des choses sur lesquelles on avance. Les retours haptiques et tout ça. Donc, tout ce qui va servir à l'immersion et au tracking, c'est vraiment un deuxième chantier R&D sur lequel on a des équipes qui sont dédiées à ça. Et le troisième chantier R&D sur lequel on a des équipes dédiées, c'est l'expérience spectateur. Donc on l'évoquait tout à l'heure. Là on évoquait le casque VR, mais aujourd'hui aussi on essaye de trouver des trucs aussi quand tu es dans la salle, par exemple, de filmer avec ton téléphone et en AR, de pousser les joueurs, tu vois, et l'environnement en AR sur des joueurs réels. Enfin bon, il y a pas mal de trucs intéressants à creuser pour améliorer l'expérience spectateur sur lesquels on essaye d'avancer, mais c'est des sujets assez ardus, mais qui sont assez intéressants aussi. Et en ce qui concerne les casques, tu évoquais des Quest. J'imagine que vous regardez aussi le Focus 3 qui arrive, qui a l'air assez prometteur. Pourquoi Quest Non, je dis Quest parce que nous, on est agnostiques sur les technos. C'est-à-dire qu'on prendra toujours le meilleur casque. On ne veut pas faire de deal et de partenariat avec un tel ou un tel parce que la VR, c'est un monde où tout le monde ça évolue tellement vite. Enfin, tu vois, HTC était number one il y a quelques années, maintenant c'est Oculus. Enfin, tu vois, ça évolue tellement rapidement que si tu as fait un deal avec un mec et que tu es loqué, t'es vraiment pas bien, quoi. Donc nous, aujourd'hui, je te dis Quest parce qu'aujourd'hui, c'est le casque standalone, on va dire, qui est le plus distribué. Mais si le Pico répond mieux au truc, on prend un Pico, le Focus 3. Après, c'est vrai qu'HTC, pour avoir exploité du Vive, je suis un petit peu refroidi. J'ai un a priori plutôt négatif de base. Je sais que j'ai réutilisé un HTC il y a pas longtemps, il y avait encore des problèmes de driver son, de machin. Un coup sur deux, le son il marche pas, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est des trucs que j'ai jamais ça rend un peu fou en exploitation. Et c'est vrai que nous, sur les casques HP en WMR, c'est d'une stabilité incroyable quand tu compares. Donc c'est aussi, ça fait aussi partie des choix sur lesquels on est allé parce qu'on n'a jamais de problème en fait. Ce qui est assez rigolo parce que pour le coup, la plateforme Windows MR, c'est une plateforme qui est assez peu utilisée parce qu'il y avait pas, jusqu'à ce que HP ressorte le VRVR, il y avait plus de casques MR sauf des vieux et au final, c'est à l'opposé Steam VR, tu vois, avec le système Valve et donc HTC qui était un peu le lead là-dessus. Ils n'ont pas réussi sur cet intervalle à créer un système stable alors que Windows MR, c'est un système total robuste. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est vrai qu'après, nous, aujourd'hui, le WMR, c'est aussi pour nous la technologie qui remplit tous les critères de coût, de tracking et de simplicité pour faire du grand espace. Voilà. À côté de ça, finalement, tu n'as aucune techno qui le propose. Même Oculus Quest aujourd'hui, si tu dépasses 100 mètres carrés, c'est terminé, quoi. Oui, tu as du drift entre les joueurs et tout, ça fonctionne mal.
En tout cas, pas assez bien pour faire du sport. J'ai une dernière petite question, Jean. Eva, donc c'est un acronyme, mais c'est également un prénom féminin. Est-ce que dans vos joueurs, vous avez aussi, forcément, vous avez de plus en plus de joueuses, mais est-ce qu'on peut personnaliser? Est-ce que vous avez des avatars féminins? Est-ce que vous avez des équipes mixtes? Parce que voilà, le FPS, c'est aussi un genre qui est souvent, on caricature comme un genre masculin, alors qu'il y a évidemment de nombreuses joueuses et qui sont, qui sont bien présentes. 40% de femmes aujourd'hui dans le gaming e-sport. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on a son avatar féminin? Est-ce que vous avez des Alors, déjà, joueuses? Eva, c'est effectivement eSport Virtual Arena, mais en fait, dans le jeu After H, Eva, c'est aussi une intelligence artificielle qui a corrompu en fait une biodiversité robotique qui s'est rebellée contre son créateur. Donc, en fait, il y a le double truc entre voilà, le côté sportif et aussi le côté un peu post-apocalyptique de After H. Ensuite, on a une cofondatrice qui s'appelle Stéphanie, qui fait partie quand même des cofondatrices. Donc, on est aussi content de pouvoir pousser cette mixité-là sur la partie fondateur, ce qui n'est pas quand même très courant finalement dans le gaming. De plus en plus, c'est bien. Et après, dans les salles Eva, je te cache pas que quand même majoritairement on voit des hommes, mais de plus en plus de femmes, et c'est une réalité. Et d'ailleurs, il y a une étude de France eSport sur le sujet où tu vois qu'effectivement la population des femmes augmente énormément dans le jeu vidéo globalement, et ça c'est une super nouvelle. On n'a pas encore de team pro femmes 100%, mais j'espère que ça viendra. En tout cas, les compétitions, elles sont mixtes, c'est sûr. J'imagine bien l'enterrement de vie de jeune fille dans Eva. Il y a un truc aussi, c'est que, alors, bien sûr, on a des skins femmes aussi, hein, donc tu peux choisir tes skins entre hommes et femmes directement dans les skins de base. Et là, on est en train de sortir pour la nouvelle saison un nouveau personnage avec des compétences spécifiques qui est une femme, voilà, qui va arriver en septembre dans le jeu. C'est bon, on est bien au 21e siècle. Les femmes ont un avantage non négligeable dans le jeu, en fait. Quand on joue vraiment e-sportif, on va toujours chercher le petit truc qui va nous faire prendre un avantage. Ouais. Et en fait, le collider, donc c'est l'épaisseur de l'avatar. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans le jeu, en fait, l'avatar, il a la taille de la personne réelle. Alors que dans un Call of Duty ou dans un Fortnite, tous les avatars sont identiques. Donc en termes d'équilibrage compétitif, tous les avatars sont identiques dans un jeu normal. Nous, si un mec est grand ou t'es petit, en fait, ça va complètement changer ton avatar. Donc, ça va te donner un avantage d'être plus petit potentiellement parce que t'es plus difficilement touchable. Tu t'occupes moins de volume. Et les skins de femmes, en général, sont plus fins. Donc, il y a même des hommes qui prennent souvent des skins de femmes pour jouer pour être plus compétitifs. Et dans notre team, dans notre team chez Eva aussi, on a des filles qui sont très fortes au jeu. Qui sont vraiment très fortes au jeu et qui challengent largement les hommes sans problème. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage d'être un homme ou une femme pour jouer au jeu. Et maintenant que vous avez cette technologie qui est apparemment en quasi-totalité maîtrisée, même s'il y a toujours des marges de progression, vous maîtrisez parfaitement l'infrastructure, la technologie, le déploiement, le matériel. C'est quoi le coût, mais pas nécessairement financier, tu vois, en termes d'heures de travail, de coût humain, de développer d'autres jeux complètement différemment? Puisque, en gros, la matrice est là, c'est après plus que du décor et du skin, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Par raison, il faut bien séparer la partie jeu vidéo de la partie technologie. Donc, en fait, on a la technologie qui est Eva avec la partie hardware, la partie tracking et tout ce qu'on vient d'évoquer. Et après, on a la partie jeu vidéo qui est du jeu vidéo, entre guillemets, classique, bien sûr adapté à un format et à un gameplay Eva. Mais c'est deux briques qui sont totalement séparées. Et donc, quand on développe un nouveau jeu, on développe que la partie gameplay et qui va venir se plugger sur la techno Eva. Donc, après, pour répondre à ta question de combien de temps, honnêtement, ça dépend du jeu. Là, le jeu qu'on va faire, je pense qu'on aura une version bêta en 12 mois. Et si ça fonctionne bien, on investira dessus. Ce sera du coup un jeu qui sera pas un shooter et qui va être assez fun à jouer. Les escape games, ça reste un très gros investissement, quoi. Ouais. En fait, on est 25 aujourd'hui chez Eva et j'ai la moitié de l'équipe qui est dédiée au développement du jeu. Donc, c'est vrai que c'est une grosse partie.
Même si ça reste une petite équipe finalement pour le jeu vidéo. Non, mais on imagine bien aussi des licences. C'est-à-dire, on imagine bien un Eva, Marvel ou tu vois, un Disney ou ce genre de choses. C'est-à-dire des grosses licences qui vont vouloir proposer ce type d'expérience. D'ailleurs, peut-être aussi, pourquoi pas, dans des parcs d'attractions type Disney ou autre. Mais on imagine un Star Wars Eva, ça serait enfin, c'est à portée de rêve, quoi. Hein. Après, c'est du temps. Ouais, en fait, nous, la stratégie d'ouvrir la technologie à des studios tiers, elle est dans la roadmap. Après, ma conviction, c'est que on va intéresser les gros studios quand on aura dépassé 50, voire 100 salles. Parce qu'avant ça, en fait, les gros studios ne pourront pas se projeter sur des modèles de rentabilité par rapport au déploiement d'un jeu dans les salles. Donc, c'est pour ça que notre objectif, déjà, c'est d'arriver rapidement à avoir un réseau de stades permettant d'accueillir un certain nombre de joueurs. Et à partir de là, on pourra aller voir un Epic, un Activision pour leur dire, voilà, faisons une version de Call of dans un event. Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'on a finalement un vieux média qui résiste, mais qui quand même est un peu qui tousse un peu, qui est le cinéma. Si on enlève les sièges d'une salle de cinéma, est-ce que ça peut devenir une arène EVA en complément justement des films qui pourraient être diffusés dans les autres salles? Salle de cinéma, yes. Quoi? Il faut 30 mètres par 15 mètres. À partir de là, moi, je te mets ce que tu veux dans le truc. Tu me donnes 30 mètres par 15 mètres sans poteau et je te mets un EVA sans aucun problème. MK2, si tu nous entends. Les salles de cinéma, elles sont en pente, Yacine. Oui, c'est vrai. Ouais, des travaux. Hein. Faut qu'on fasse une map en pente, du coup. C'est ça. L'oreille interne. Un jeu de ski. Je repose ma question différemment. Donc, effectivement, développer un nouveau jeu, c'est un an de boulot avec la complexité que ça apporte. Est-ce qu'il est envisageable et est-ce qu'il est éventuellement facile de prendre un jeu existant qui est un jeu multijoueur existant en VR, il y en a plusieurs aujourd'hui, et de le porter sur le free roaming colocalisé qu'est le vôtre? Le gros challenge, il va être dans le gameplay, en fait. Tu vas avoir un gros challenge au niveau gameplay, un gros challenge au niveau level design. Mais hormis ça, si le jeu est bien développé en VR et qu'il accepte le multijoueur et tout ça, c'est carrément envisageable. Pourquoi gameplay? Parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans une contrainte de 30 mètres par 15 mètres et du coup, il faut que ça puisse matcher, en fait, tu vois, avec le jeu que tu as créé, en fait. C'est mine de rien. Le gameplay que la surface de la map. Il faut compresser la surface de la map pour qu'elle corresponde à la réalité physique. Après, nous, même dans nos maps, on a tweaké ça parce qu'on a fait des téléporteurs. Donc, en fait, tu prends des téléporteurs et ça te met dans des hauteurs, voire des distances. Donc, tu as des maps où virtuellement, on est à 50, 60 mètres de distance et tu peux faire des snipes de malade. Alors que tu vois les joueurs, ils sont physiquement à 3 mètres l'un de l'autre. Donc, on a réussi à faire ça, donc à tweaker ça au niveau level design. Mais après, tu prends n'importe quel jeu, dans tous les cas, il y aura une adaptation à faire pour créer un environnement qui va s'adapter à un déplacement libre. VS, c'est un truc où tu n'as pas de contraintes finalement quand tu te déplaces avec des manettes ou en TP dans un monde virtuel. Tu vois. Donc le challenge est là. Maintenant, non, il y a plein de jeux qui pourraient s'adapter parfaitement à un dispositif. Ça peut être un pont. Enfin, tu vois, Yacine parlait de franchise, effectivement. Ça peut être aussi une façon d'enrichir à moindre coût le catalogue tout en bénéficiant de la notoriété de jeux connus comme Onward ou. Bien sûr, la seule difficulté, ça va être de construire un modèle de redistribution des revenus. Parce que quand tu as 20 salles, comment tu redistribues les revenus associés, tu vois, à la licence, c'est pas forcément simple. Pour que l'investissement que le studio a fait pour adapter le jeu soit rentable rapidement pour lui. Tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même, je pense, atteindre. Nous, en fait, comme c'est notre jeu, notre société, etc., tu vois, on a un modèle global de rentabilité avec le support, enfin, et tout ce qu'on distribue. Mais si tu es juste le studio et que tu viens faire un revenu sharing sur la partie de le jeu est consommé ou pas, par exemple, c'est vrai que ça peut être plus compliqué quand il n'y a pas beaucoup de salles. Mais à partir d'un seuil critique de salles, ça devient hyper intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on atteigne, je pense, au moins 50 salles pour qu'on puisse commencer à intéresser des studios qui voudraient investir pour adapter leur jeu à un rêve.
Ou des petits studios, voilà. Ouais, mais notamment des petits studios, parce que je pense qu'un petit studio, ce qui est cool, c'est que l'investissement va être plus faible pour eux, et surtout le retour sur investissement, comme ils ont moins de coûts fixes, il va être plus rapide. Donc moi, dans un temps, c'est vrai que je me dis que s'il y a des petits studios qui ont des super idées de jeu, qui vont venir compléter l'offre EVA et qui veulent investir, pour nous, on leur ouvre les portes à moins ouvert. Il y en a quand même quelques-uns intéressants. On en a 2 ou 3 dans France Immersive Learning. Il y a aussi Wanadev à Lyon qui fait des choses plutôt sympas en jeu. Il y a ce studio qui est à Aix-en-Provence qui s'appelle, le nom m'échappe, mais qui fait aussi des jolis jeux. Donc il y a aussi la possibilité de contribuer au développement des petits studios français. Qui n'en sont pas moins talentueux et pour lequel une plateforme comme celle que vous moto-réalisez peut être une vraie opportunité, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est d'un truc qui semble simple, n'est pas forcément. Typiquement, Wanadev, qu'on connaît très bien et c'est des amis, on s'adore et tout ça. Il y a quand même, au final, on se dit qu'on veut travailler ensemble depuis longtemps. Au final, on l'a toujours pas fait parce que eux, ils ont leur outil de distribution Octopod et nous, on a le SDK EVA, tu vois. Donc après, chacun focus aussi sur ses priorités. Donc c'est pas, voilà, c'est pour ça que je dis que nous, quand on aura 50 salles, peut-être qu'on deviendra plus une priorité aussi pour des studios où aujourd'hui on n'est pas forcément une priorité pour eux. C'est Fred de Backlight qui annonçait aujourd'hui qui s'installait sur Octopod. Je ne sais pas si tu as vu passer l'information. Ah, tout à fait, bien sûr. Après, nous, on a un positionnement qui est un peu différent parce qu'on ouvre des salles. On distribue pas en fait une techno dans des salles. On ouvre des salles où il y a une devanture qui s'appelle EVA. Donc c'est vrai que c'est vous devenez un média, en fait. Vous devenez un média. Ouais, c'est ça. Un distributeur, parce qu'effectivement, là, on parle du jeu, mais j'imagine aussi, il y a des possibilités culturelles et artistiques d'exposition ou de spectacles qui pourraient être aussi diffusés sur des formats courts, sans forcément qu'on ait un fusil dans les mains. À partir du moment où vous êtes un distributeur, on peut imaginer des festivals, différents types d'usages. C'est partie des choses qu'on explore, notamment pour les heures de non-ouverture de la salle. Ouais, voilà. Un musée virtuel. Et après, sinon, pour s'intégrer dans un EVA en termes de jeu en tant que tel dans le gameplay, aujourd'hui, il n'y a que des jeux qui sont développés in-house. Mais si demain, il devait y avoir des jeux tiers, dans tous les cas, ce seraient des jeux compétitifs. Parce qu'on s'appelle eSport Virtual Arena et qu'aujourd'hui, on veut pousser à 100% ce côté e-sport, ce qui fait aussi notre marque et notre différenciation. Je pense que si on commence à faire de l'escape game, par exemple, je pense qu'on va se perdre un peu en termes de messages qu'on envoie à notre communauté. Et en plus, il y a plein de gens qui font des escape games super en VR et tout ça, donc je pense qu'on n'a pas un gros intérêt, nous, à aller vers un escape game, par exemple. Maintenant, Halloween, je pense qu'à Halloween, tu vois, on va faire un truc qui va durer un mois, ou potentiellement, tu vas devenir ton c'est pas de l'e-sport, tu vois. Ça peut être fun. Mais voilà, le cœur du truc, c'est quand même de faire du compétitif. Donc, pas d'éducation, pas de culturel, pas de patrimoine. Bien sûr, mais ça restera des trucs, si tu veux, qu'on fait de manière ponctuelle. Ça ne sera pas un truc qui sera au catalogue. Même de l'impact, tu sais, nous, on faisait de la VR for Impact. On a fait beaucoup de choses autour de ça et c'est quelque chose qu'on garde en tête aussi pour le futur. Encore une fois, aujourd'hui, notre objectif numéro 1, c'est de développer, d'atteindre le seuil de et quand on aura fait tout ça, ensuite on pourra faire des nouveaux projets. Pour l'instant, on est en mode survie. Aujourd'hui, c'est la première ligue de e-sport VR mondiale. Exactement. Et les JO en 2024. C'est un beau projet. Vraiment, je suis ravi d'entendre ça, de voir que c'est une entreprise française qui porte cette ambition et qui est en train de la réussir. Et très sincèrement, je vous souhaite de tomber le seuil des 50 salles bien rapidement et de devenir ce nouveau média que Yacine évoquait du e-sport VR qui dans 10 ans sera peut-être aussi puissant que le e-sport tel qu'il est aujourd'hui. Et des stars de EVA. On travaille dur pour ça. Et on a une super équipe, tout le monde est à fond. Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais derrière moi, il y a une équipe qui est vraiment incroyable et qui fait un taf tous les jours de fou, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on y arrive. Et je pense que notre challenge, d'ailleurs, dans les années qui viennent, c'est au niveau du recrutement, principalement, de recruter des gens qui sont encore meilleurs. Et c'est le seul truc qui, finalement, nous fera exploser demain. Donc, si vous voulez candidater chez EVA,
n'hésitez pas. On cherche le meilleur. Oui, puis de conserver la cohésion, l'esprit d'équipe, l'enthousiasme initial, et de ne pas devenir une machine qui s'englue effectivement dans les difficultés d'une entreprise qui grossit vite. Ouais, bah, c'est vrai que ça devient, plus tu grossis, plus ça devient un challenge de garder ta culture, de garder la proximité avec tout le monde. Là, on est 25, on est un peu comme une petite famille, mais c'est sûr que j'ai des amis qui ont des sociétés dans la tech qui sont montées à 500-600 personnes, voire 1000 personnes. Et c'est vrai que tu rentres dans des problématiques de management qui sont totalement différentes. C'est tout le mal. Formidable. Ouais, voilà. Eh bien, c'est vraiment super. Merci, grand merci à toi de nous avoir accordé cette quasi-heure et demie. On est très impatient de venir se faire un after hash et de se faire démonter parce que je pense que c'est comme ça que ça va commencer. En fait, faut que vous veniez et qu'on fasse le live de votre test. Mais carrément, quelle bonne idée. C'est une très bonne idée. Dès qu'on aura récupéré Olivier en plus, de retour. Nos salles sont équipées d'un desk connecté à Twitch et tout, donc il y a juste à appuyer sur un bouton et ça stream. Excellent. Oui, on se programme ça. Eh ben, écoute, on se cale ça en off et puis je jouerai pas ce jour-là, je resterai en dehors du terrain. Comme ça, je n'irai pas vous mettre des grosses têtes. Vous aurez l'opportunité de kiffer un peu. Merci de ton élégance. Non, mais blague à part, aujourd'hui, je fais le malin, mais quand je vais dans une salle, les mecs du staff me démontent. C'est terminé. Ben ouais, c'est du sport. En fait, maintenant, j'ai joué la dernière fois contre les opérateurs d'une salle et ils m'ont mis une volée dont je me souviendrai pendant longtemps. Et là, tu vois que la nuit, au lieu de dormir, en fait, il continue. Il joue tous les jours, quoi, en fait. Donc, voilà, et puis c'est du sport, hein. Il n'y a qu'en s'entraînant qu'on devient un champion. Ça serait non, mais du coup, je rentre le soir et je parle au dev et je leur dis bon, on va changer les stats de telle arme, on va changer ça, on va changer ça. Je fous le bordel dans la méta, comme ça au moins derrière j'ai une chance d'avoir quelques jours de répit quand je reviens. Je fais une mise à jour, je fais un patch du jeu, je change tout et puis comme ça les mecs sont perdus un peu. Non, mais être en bonne santé grâce à la VR, franchement, il faut faire passer. Ouais. Quelle belle nouvelle. Ouais. Vraiment, grand merci de ton temps. Merci à vous. Vrai plaisir d'entendre tout cet enthousiasme, ces projets, cette réussite qui se profile. Et très sincèrement, longue vie et beaucoup de succès à Eva et qu'on viendra tester dès que possible. On se cale ça en off. Avec plaisir. Allez, super. Bon, c'est noté. On se voit vite. À bientôt. À bientôt. Louis, tu reprends la main ? Eh ben, merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. Et puis, bah ouais, on va venir faire du Eva. Et Jean, j'ai noté, hein, tu rentres pas dans l'arène pour le premier round, tu viens pour le deuxième, par contre. Te mesurer au reste de l'équipe de Web TV, parce qu'on va quand même voir un peu comment on s'en sort. Sinon, c'est pas drôle. Faut quand même prendre dans ce cas, faut qu'il y ait un pari, alors. Faut qu'il y ait quelque chose à gagner ou à perdre. Allez, on en discute, entre nous, on trouvera bien quelque chose d'un peu rigolo à faire. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, à vous trois, comme d'habitude. Lipal, non, le dernier follower, c'est une des... Ah, d'accord. En tout cas, pour ceux qui sont en live, bougez pas, je reviens dans quelques minutes pour la suite. On va passer une petite demi-heure ensemble. On va parler de simulateur, on va faire du jeu. Voilà, et ça va être très bien. Laissez-moi 5 minutes et j'arrive. À tout, ciao.